On a vu les différentes formes d'énergie. On va s'attarder davantage à la chaleur, en commençant là, par réviser la différence entre la chaleur et la température. On revient également sur la formule là, qui permet de déterminer une quantité d'énergie absorbée ou dégagée. Donc ici, Q qui représente la chaleur égale mc delta T. Donc, la chaleur, c'est un synonyme en fait d'un transfert d'énergie. Donc, quand l'énergie, elle est transférée, on parle de chaleur. Donc, si vous vous rappelez la vidéo précédente, un transfert, c'est lorsque l'énergie passe d'un milieu à un autre, mais c'est toujours la même forme d'énergie, il n'y a pas de transformation. Donc, la chaleur va toujours passer du milieu où la température est la plus élevée à celui où la température est la plus basse. Donc, c'est important de comprendre que le corps froid ne peut pas donner du froid. Donc, ça, c'est pas possible. C'est plutôt le corps chaud qui transmet son énergie thermique vers le corps froid. Donc, en fait, le froid, c'est pas un concept qui existe. On parle plutôt là, d'absence de chaleur. Par exemple, une tasse de café chaud, bien, le corps chaud transmet son énergie à l'air. Donc, le café qui était chaud réchauffe la tasse et la tasse libère son énergie là, dans le milieu environnant. Inversement, pour un cornet de crème glacée, ben, c'est plutôt le milieu environnant, donc où la température est la plus élevée, qui donne son énergie au corps qui est plus froid. Donc le transfert d'énergie, lui, ben, il va s'arrêter quand les deux corps sont à la même température. Donc une fois que le café est à la même température que l'air, ben, il n'y aura plus de transfert d'énergie. Même chose ici, une fois que la crème glacée est fondue et à la température de la pièce, ben, le transfert d'énergie s'arrête. Donc, d'autres exemples de transfert d'énergie, donc par exemple dans un grand bassin d'eau froide, si on met un plus petit bécher, par exemple, d'eau chaude, bien c'est la température ici va diminuer tranquillement au fur et à mesure que le liquide chaud transmet son énergie au liquide qui est plus froid. Puis le liquide plus froid ben, va voir sa température augmenter. Même chose si on prend deux solides. Donc, c'est le solide plus chaud qui transfère son énergie au solide plus froid. Donc, on va se servir beaucoup de ce principe-là, entre autres en utilisant l'eau. Donc, par exemple, si je prends un bloc d'aluminium ici qui serait à une température de 100 degrés Celsius et que je le dépose dans une certaine quantité d'eau à 5 degrés Celsius, bien le bloc d'aluminium, sa température va diminuer et son énergie là, va se transmettre à l'eau. Donc, la température de l'eau va tranquillement augmenter et celle du bloc d'aluminium va diminuer. Donc, une fois que les deux températures vont être égales, bien le transfert d'énergie va s'arrêter. Donc, on voit ici la température de l'eau autour de 10 et le bloc d'aluminium, donc la température finale des deux objets. Lorsque le transfert s'arrête, bien, elle est la même. Donc, on voit ici que le bloc d'aluminium, sa température a diminué beaucoup et la température de l'eau, elle, a augmenté, mais pas tant que ça. Il y a une question de quantité, mais il y a également une question de capacité thermique massique. Donc, on va y revenir à ça dans les prochaines acétates. Donc, la chaleur est symbolisée par la lettre Q majuscule. Donc, et son unité de mesure, ben, c'est le joule. Donc, la chaleur ben, va dépendre de trois facteurs. D'abord, la masse, donc la quantité de matière mesurée en grammes. Donc, par exemple, si dans mon bécher, sur l'exemple précédent, si j'ai plus d'eau, ben, la température va moins augmenter que si j'ai moins d'eau. Donc, quand je vais mettre mon bloc d'aluminium. Donc, la masse a une certaine importance. Également, on va parler de capacité thermique massique. C'est minuscule. Donc, la capacité thermique massique varie d'une substance à l'autre. Donc, par exemple, pour l'eau, il y a une grande capacité thermique massique.
ça prend beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau. Et pour l'aluminium, ben, c'est des petites quantités d'énergie que ça prend pour chauffer le même bloc d'aluminium. Faire attention, ce n'est pas nécessairement en lien avec le point d'ébullition. Donc, bien sûr, il faut fournir beaucoup d'énergie à l'aluminium, par exemple, pour qu'il rentre en fusion. Ce qui serait parce qu'il doit chauffer à une température très élevée. Donc, ce qui n'est pas le cas de l'eau. L'eau va entrer en fusion à 0 degré Celsius. Donc, la quantité d'énergie à fournir n'est pas nécessairement en lien là, avec, par exemple, le point de fusion ou d'ébullition d'une substance. Finalement, la quantité d'énergie, bien, ça va dépendre de la différence de température. Donc, si je veux chauffer une substance puis augmenter sa température de 10 degrés, ben, ça va prendre moins d'énergie que si je veux augmenter sa température de 50 degrés, par exemple. Donc, les trois variables ici là, qui qui permettent là, de calculer une énergie soit absorbée ou dégagée. La température, quant à elle, ben, c'est plutôt une mesure du degré d'agitation des particules. Donc, plus les particules vont être agitées, plus le corps est chaud. Donc ici, on a un corps chaud avec beaucoup d'énergie, mais les particules vont avoir plus d'agitation qu'un corps qui est plus froid. Et puis, ben, s'ils sont collés, ben, tranquillement, cette énergie thermique-là va se communiquer au corps qui est à côté. Donc, ces particules-là vont être plus agitées et celles-ci le seront moins. Il ne faut pas confondre chaleur et température. Donc, par exemple, si j'ai une petite ou une grande quantité d'eau, les deux peuvent être à la même température, à 100 degrés Celsius, donc avoir le même degré d'agitation. Par contre, ça a pris beaucoup plus d'énergie pour chauffer cette grande quantité d'eau-là que cette petite quantité d'eau ici. Donc, l'énergie, là, elle dépend aussi de la quantité de matière, mais ici, on aurait la même température. Donc, la température, elle, ben, se mesure en degrés Celsius ou en Kelvin. Donc, dans le chapitre sur lequel on travaille présentement, on va plutôt se servir du degré Celsius. Et aussi, ben, la variation de température, elle, se calcule en mesurant un delta T. Donc, pardon, on va revenir à la diapositive. Ici. Donc, où on a un delta T ici, là, donc la différence de température se calcule toujours en faisant la température finale moins la température initiale. Donc, c'est important. Parfois, l'objet qui se refroidit, par exemple, ici, va avoir une température finale plus élevée que sa température initiale. Pas qui se refroidit, pardon, qui se réchauffe. Donc, la température finale va être plus élevée. Donc, on va avoir un delta T positif. Par contre, mon corps qui est chaud ici, ben, sa température diminue. Donc, la température finale est plus petite que l'initiale, ce qui va nous donner un delta T qui va être négatif. Donc, c'est important là, de toujours prendre la température à la fin et de soustraire la température initiale pour avoir le bon delta T. Donc, vous pouvez maintenant continuer et aller regarder les vidéos qui présentent trois démonstrations là, qui vont poursuivre là, sur la différence entre la chaleur et la température.